On est à Belay sur le rond-point qui s'appelle Jean Monnet. On est là donc depuis 9 semaines en fait. Et on est toujours avec nos gilets jaunes parce que c'est effectivement la visibilité de la pauvreté. Mais ce qui nous réunit ici, ça reste nos conditions de vie qui sont difficiles. Voilà. Et donc on passe au-dessus, je dirais, des partis traditionnels à ce titre. Et c'est ce qui en fait l'originalité, je dirais. Qu'on voit des gens qui n'apparaissent nulle part. Les syndicats, les partis politiques ont essayé effectivement de mobiliser tous ces gens-là qui sont aujourd'hui ici depuis plusieurs semaines, n'y sont jamais arrivés. Ici c'est devenu une espèce d'agora, où les gens se sont rencontrés, ont partagé leur quotidien et après on les découvert. À un moment donné, il y a eu un déclic qui fait que tous ces gens qui étaient en souffrance depuis des décennies ont décidé de effectivement venir sur les ronds-points, de bloquer la circulation, de se faire entendre auprès des pouvoirs publics pour qu'effectivement on ait un autre mode de vie. Démobilise pas, notre magazine de reportage 15 minutes prend le pouls de cette vague de contestation historique cette semaine. Hier, Jordan Davis a rencontré des manifestants à Belay dans le département de l'Ain. Sur le terre-plein boueux, au milieu d'un rond-point, des dizaines de militants en jaune fluo saluent les voitures qui passent. Et ils racontent leur colère. On a un gouvernement qui a fait des conneries qui ne veulent pas revenir en arrière. Et ça, c'est un gros problème. Au mois de janvier, on a 7 centimes d'augmentation au gasoil. Au mois de février, on a 4% d'électricité qui va augmenter. J'ai plus de voiture, j'ai plus rien, moi. J'avais plus de voiture. Ben non, je peux plus payer l'essence. Fallait que je fasse un choix, ou nourrir mes gosses ou payer mon essence. On est tous dans la merde. Ce dernier s'appelle Romain. Le trentenaire a lancé l'appel à manifester ici il y a 3 semaines sur Facebook. Moi, je gagne 1400 € par mois. Vous enlevez le crédit de la maison qui est à 750 balles, l'assurance voiture, le gasoil, l'électricité, voilà. Moi, je vais pas dire je crève de faim parce que voilà, j'ai ma maman qui est dans le coin, qui arrive un peu à nous aider. Mais vous faites aider par votre maman à 30... Voilà, j'ai 30 ans et c'est ma maman qui m'aide. Le gouvernement français et Emmanuel Macron nous proposent de faire un grand débat pour savoir ce qu'il en est de nos revendications et pour connaître les réformes qu'il doit faire. Alors moi, ça me fait penser un petit peu à l'histoire du garagiste à qui vous amenez votre voiture qui est en panne et qui vous demande qu'est-ce qu'elle a votre voiture, comment je dois la réparer. Donc à un moment donné, il faudrait aussi peut-être que les hommes politiques, concrètement, ils ont été élus, ils ont demandé à être élus, on les a pas, nous, on n'est pas allé les chercher chez eux pour qu'ils soient élus, c'est eux qui se sont proposés pour être élus par le peuple. Que ces gens-là qui sont élus par le peuple fassent leur travail déjà. Donc s'ils ne savent pas ce qu'il faut faire et qu'ils sont obligés de demander au peuple ce qu'il faut faire, ça devient quand même relativement grave. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de se dire, cette lettre, ça fait 9 semaines quand même qu'on est ici, 9 semaines qu'il y a des slogans, que la presse en parle, qu'il y a énormément d'informations qui sont diffusées. Si au bout de 9 semaines, le président Macron n'est pas capable de savoir quelles sont nos revendications, c'est que vraiment il est bouché. Alors on dit toujours, celui qui effectivement ne veut pas entendre, il est sourd, quoi. Et lui effectivement, je pense qu'il est sourd aujourd'hui à nos revendications. Donc il propose en fait ce débat, mais nous on considère que c'est un faux semblant, c'est un enfumage, pour la simple et bonne raison que c'est un débat qui est d'abord très très cadré, donc qui ne rentre pas du tout dans nos revendications, et en particulier la première revendication que nous avons, qui est une augmentation de notre pouvoir d'achat. Et on se retrouve donc avec des thématiques qui ne prennent pas en compte cette première revendication qui a été à la base du départ du mouvement. Donc ça c'est quand même assez énorme au départ. Donc ça c'est le premier point important qu'il faut souligner, c'est que déjà il est incapable d'écouter. Et puis en plus il nous fait une proposition qui n'a rien à voir au départ avec nos revendications. Il commence sa lettre en nous disant qu'effectivement il ne changera pas de cap et que ce sera la même politique. Globalement, moi je l'ai lu à plusieurs reprises cette lettre, et ce qui me frappe, c'est qu'on peut parler de pas mal de choses, de la fiscalité, de l'écologie, de la démocratie, mais par exemple on ne peut pas remettre en cause le modèle économique. Et c'est quand même ça qui est le véritable nœud du problème. C'est le modèle économique dans lequel on est, qui crée effectivement cette misère, qui fait que des gens qui ont déjà beaucoup d'argent continuent à s'enrichir, alors que des gens qui sont très pauvres et qui travaillent n'arrivent plus à vivre de leur travail. Des propositions dans un cadre qui est très très strict. Moi j'ai lu aussi sur internet le cadre qui est proposé, et en plus on peut s'interroger sur l'arbitraire aussi. C'est un secrétaire d'État, une secrétaire d'État et un ministre qui vont piloter l'opération. Donc ce sont des macronistes. Après il y a 5 personnes soi-disant neutres
qui devraient effectivement être nommées, qui sont nommées. Alors elles sont nommées par qui? Elles sont nommées par le président de l'Assemblée, qui est quand même un macroniste bon teint, on est d'accord, hein. Elles sont nommées effectivement par le président du Sénat, et ainsi de suite. Donc je veux dire, ça veut dire que nous on n'a aucune garantie sur ce qui va être fait à la suite donc, de ce débat. Donc je pense que le fond du problème aujourd'hui, c'est qu'Emmanuel Macron en fait est parti en campagne électorale, parce qu'on a des élections européennes très prochainement, et que lui, il a commencé sa campagne électorale. Et que tout ce débat n'est qu'un enfumage qui lui permet d'avoir des heures d'antenne à la télé pour développer ses propres argumentaires et pour arriver effectivement à convaincre une partie de la population de voter pour lui au moment des élections qu'on va avoir prochainement européennes. Donc concrètement, c'est un double enfumage. Voilà. D'ailleurs, nous, on répond pas à nos attentes. certains disent pourquoi les Gilets jaunes ne feraient pas un parti. D'ailleurs, je crois que les personnes qui étaient là au départ... Alors je crois que ça, c'est la plus mauvaise idée qu'on puisse avoir, de faire un parti. Je pense qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes, je vous ai dit au départ que l'ensemble des Gilets jaunes représentaient à peu près tout le spectre politique, depuis l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Donc aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est une forme de pauvreté, une difficulté à vivre au quotidien. Il est hors de question de créer un parti. Il y a suffisamment déjà de partis pour que chaque individu ici présent puisse se retrouver dans un programme ou un autre. De plus, faire de la politique, on ne s'improvise pas, quoi. Il faut avoir beaucoup de moyens. Donc concrètement, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Donc, je pense que ce serait une erreur, par exemple, de présenter une liste aux élections prochaines, c'est-à-dire aux élections européennes. Et il faut absolument qu'on reste un mouvement comme ça. On peut avoir pour mémoire ce qui s'est passé par exemple avec les écologistes il y a un peu plus de 20 ans. Les écologistes en France ont voulu à tout prix créer un parti. Résultat, c'est une catastrophe. On souhaite que le SMIC soit à 1 500 € net, qu'il n'y ait pas de pension ni d'allocation handicapée qui soit à moins de 1 200 € net. Ce sont des choses assez simples. Voilà. Et où trouver l'argent? Parce que c'est ce que nous répondent les politiques. Ils nous disent oui, mais on n'a plus de sous, etc. On leur dit c'est très simple, il y a un système qui consiste à ponctionner de l'argent auprès des gens qui font des transactions financières en permanence, et on pense là au système monétaire tel qu'il existe aujourd'hui et aux banques en particulier qui aujourd'hui et depuis au moins 40 ans ont créé une économie complètement artificielle. C'est pas qu'elle menace d'exploser, elle explose en permanence, quoi. C'est-à-dire que la dernière qu'on a eue, c'était la crise des subprimes. La crise des subprimes, ce sont des banquiers cupides qui ont décidé de faire beaucoup d'argent en fait en vendant à des gens qui n'étaient pas solvables des prêts. Voilà, sachant pertinemment que ces gens qui n'étaient pas solvables ne pourraient pas rembourser ces prêts. Les banques, c'est elles qui tiennent aujourd'hui notre façon de vivre, quoi. C'est-à-dire que les hommes politiques aujourd'hui sont au service de ces banquiers, quoi. Donc nous, quand on réclame des augmentations de notre niveau de vie, en fait, on peut râler après M. Macron ou son prédécesseur M. Hollande ou celui qui était encore avant M. Sarkozy. Ça ne sert pas à grand chose parce qu'on va nous en mettre encore un autre qui sera du même acabit et qui malheureusement fera la même politique. Un économiste américain qui au début des années 70 aux États-Unis a proposé effectivement de mettre en place une taxe qui permette effectivement, alors elle était très limitée à l'époque, de taxer ces fameuses transactions financières. Donc cette idée a un peu périclité. Et c'est à la fin des années 2000, en 1999, que le groupe Attac, donc qui est un organisme qui a fait beaucoup de choses pour essayer de faire évoluer un petit peu ce système économique, a proposé, par exemple au niveau européen, de remettre sur le tapis cette fameuse taxe Tobin. Ils n'y sont jamais arrivés, et la dernière fois que ça a été présenté au niveau de l'Europe, c'était en 2016. Sous le gouvernement de M. Hollande et sous la pression des banques. En fait, Hollande et son gouvernement ont fait marche arrière. Il y en a déjà une qui existe en France, puisqu'il existe une taxe en France sur les transactions financières qui est de 0,3%, mais qui ne porte que sur les actions françaises et que sur les actions françaises des plus grands groupes. Donc en gros le CAC 40. Donc cette taxe, elle rapporte à peu près 2 milliards par an à et pourtant ce n'est que 0,3. Ce n'est que 0,3, mais quand même ça rapporte déjà 2 milliards par an. D'accord. Et si effectivement on étalait cette taxe à tous les produits financiers, et à ce moment-là, on serait plus de l'ordre de 60 milliards qu'on pourrait récupérer. 60 milliards, ça nous permettrait de faire beaucoup de choses en France, et en particulier d'augmenter énormément donc, tous les gens qui sont avec des revenus trop modestes pour vivre. Les Français ne peuvent pas tous être sur les ronds-points comme nous sommes là aujourd'hui. Parce qu'il y a des femmes qui élèvent seules des enfants, elles doivent s'en occuper la journée. Il y a des retraités qui sont trop âgés pour venir ici parce qu'on est en plein hiver et c'est pas toujours facile sous la pluie et dans le froid, et ainsi de suite.
Donc ce qu'on demande en fait à la population française, c'est de ne plus utiliser ou d'utiliser au minima leur carte bancaire et de ne payer qu'en espèces ou en chèque. Ce qui permettra de montrer à la fois les véritables responsables de la misère que sont effectivement tous ceux qui font des transactions financières en permanence, sans en payer une partie, sans en rétrocéder une partie à la population. Et l'exemple typique, ce sont les entreprises de vente par correspondance transnationales qui ont leur siège au Luxembourg, qui donc gagnent de l'argent en France, mais qui ne redistribuent pas une partie de cet argent, parce qu'en fait, ils payent très très peu d'impôts en France. Et donc ça, si on dit aux gens n'utilisez plus votre carte bancaire, mais en fait, on ne pourra plus acheter sur Internet, puisque c'est majoritairement le mode de paiement. Donc l'idée, c'est ça, et ça permet à tout un chacun de participer au mouvement des Gilets jaunes, sans pour autant se mettre dans l'illégalité, et en visant les véritables responsables de la misère et de la crise, qui sont effectivement ceux qui font de l'argent avec l'argent. Nous, on souhaite revenir à une économie réelle où le vivant soit au centre, effectivement, de cette économie. Donc, la transition écologique, nous, on est totalement pour. C'est pas du tout la problématique qui est en jeu pour nous ici. Concrètement, la transition écologique, ça peut être tout à fait de développer, par exemple, en ce qui concerne les habitants anciens, où beaucoup d'entre nous habitent, qui sont très mal isolés, de développer effectivement l'isolation. Ça permettrait de créer des emplois, de former des jeunes sur ces métiers-là, et ça permettrait aux gens qui ont des revenus très faibles de pouvoir avoir des logements mieux isolés, donc de dépenser moins d'argent sur l'énergie, et tout ça pour longtemps. C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, on n'a pas obtenu satisfaction. Les quelques miettes qu'a donné effectivement Macron, ce sont des miettes qui sont prises sur les impôts de l'ensemble des Français. C'est pas du tout, on n'attaque pas le système économique. Donc il y a un vrai problème là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne demande pas au système économique de participer. Pour l'instant, au contraire, on lui fait des cadeaux, puisqu'il y a des exonérations. Il y a des exonérations de charges fiscales qui ont été faites sur les heures supplémentaires, par exemple. Donc ça, c'est une façon d'appauvrir justement l'ensemble de la collectivité. Donc, et on sait très bien que le travail est rare, qu'il y en aura de moins en moins. Donc ça ne va pas dans le sens de l'histoire, ça va dans le sens du profit. En plus, c'est aberrant quand on sait qu'en France, il y a 3 millions de chômeurs dans la catégorie A, il y en a 6 millions au total. Et puis, comme vous le dites très bien, donc concrètement, avec l'automatisation, la mécanisation, le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de logiciels, la robotisation globalement, on sait que beaucoup d'emplois vont être perdus. Donc il faut qu'on repense en fait complètement notre système économique et surtout la place du travail. Moi, je suis très choqué de voir que quand je discute des fois avec des gens dans la rue, on dit oui, mais les gilets jaunes, c'est des feignants. Je suis désolé, mais aujourd'hui, on parle de travailleurs pauvres. Ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent et qu'on qualifie de pauvres. C'est une terminologie qui aujourd'hui paraît courante. On ne parle pas d'actionnaires pauvres. Et je veux dire, qu'est-ce qu'il y a comme plus feignant qu'un actionnaire qui touche des dividendes, quoi ? Je veux dire, par rapport à quelqu'un qui est 8 heures par jour à l'usine. Donc à un moment donné, il faut savoir qui est le feignant et qui est le travailleur dans l'affaire et qui est-ce qui doit récupérer effectivement. Et qu'il a souvent des revendications excessives. On voit des actionnaires, typiquement des fonds de pension, des sociétés qui rachètent d'autres sociétés, qui exigent des taux de rentabilité, des dividendes de l'ordre de 20%. Oui, il y a 2 chiffres. Donc c'est juste inimaginable. Le problème, il est là, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, un organisme, une ONG comme Oxfam, qui est un organisme basé en Angleterre et qui travaille depuis de nombreuses années donc, sur les questions de la pauvreté, ils viennent de sortir une étude où ils ont montré que les bénéfices du CAC 40, je parle des bénéfices des entreprises du CAC 40, se répartissent de la façon suivante. Il y a 5% pour les salariés dans le cadre de l'intéressement que peut donner une grande entreprise, mais ça ne concerne même pas bien sûr les petites PME. Il y a 27% qui sont effectivement remis au pot dans l'entreprise sous forme d'investissement, ce qui est normal. Et puis les 2 tiers restants, c'est-à-dire plus de 60%, eh bien en fait ce sont des dividendes versés aux actionnaires. Donc là il y a un problème, il faudrait au minimum que sur les bénéfices il y ait 3 tiers. 1 tiers pour les salariés, 1 tiers pour l'investissement dans l'entreprise et 1 tiers pour les actionnaires. Il y a une explication à cela, selon l'idéologie de M. Macron, c'est la théorie du ruissellement. C'est-à-dire ceux qui reçoivent beaucoup vont dépenser et faire le truc. Mais avec les affaires récentes comme M. Goss, on peut se poser légitimement la question. Cette théorie, actuellement, tous les économistes sérieux disent que c'est une fable, que c'est un mensonge. Depuis des années, soit aux États-Unis ou dans d'autres pays, il y a des gens qui se sont enrichis de façon très importante et il n'y a aucun effet de ruissellement, comme ils disent. Ça ne marche pas. Cet effet de ruissellement, c'est une fable qu'on fait croire aux gens. Il faut qu'il y ait un partage des richesses et en particulier, quand les gens travaillent, il faut qu'ils puissent vivre de leur travail. Alors, moi j'ai relu récemment un texte
qui est assez extraordinaire. À la suite de la Deuxième Guerre mondiale, le Conseil national de la résistance, donc des gens qui se sont battus, qui étaient aussi bien des gaullistes que des communistes, qui avaient des tas d'étiquettes, un petit peu comme nous ici, ils ont fait un texte, ce fameux texte du Conseil national de la résistance, dans lequel ils ont déclaré un certain nombre de choses. Et en particulier, ils ont créé la sécurité sociale pour nous et plein d'autres choses. Et ils ont demandé dans ce texte que chaque travailleur puisse vivre de son travail. Et je dis, moi, à toutes les personnes, relisez ce texte. Ce texte, il est toujours d'actualité. Et aujourd'hui, nous, les Gilets jaunes, on pourrait l'intégrer complètement à notre façon de dire et de faire. Il est d'actualité. RTS Info 15 minutes, Jordan Davis, Francesca Girofo. Ils ont commencé par bloquer les ronds-points, ils ont fini par faire trembler l'Elysée. Depuis 4 semaines, les Gilets jaunes se mobilisent en France. Parti d'une révolte des automobilistes contre la hausse des taxes sur le carburant, le mouvement cristallise aujourd'hui tous les mécontentements, toutes les colères, toutes les frustrations. Il a libéré la parole d'une France populaire qui souffre. Est-ce la Révolution française 2.0, un nouveau mai 68, du simple populisme? À quoi carburent ces Gilets jaunes? Nous avons passé la semaine à Belay, dans le département de l'Ain, à 1h30 de route de Genève, le long du Rhône. Dans cette petite ville de 9000 habitants, les Gilets jaunes racontent leur vécu. Des discours pas toujours aseptisés et politiquement corrects, mais ils reflètent une crise sociale profonde. Lundi, 16h, une vingtaine de Gilets jaunes occupent le terre-plein boueux d'un giratoire. Ils se réchauffent autour d'un feu de camp alimenté par des palettes en bois. Bonjour, attendez, je travaille pour la radio suisse. Bonjour, ma collègue Francesca. Lui là, c'est en noir, là, il parle bien là. Ah ouais, d'accord. Et quand on sort le micro, les témoignages coulent à flot. Appelez un chien. Un Macron. Allez, on est là, on lâchera pas. Je m'appelle Laurence. Je suis une gilet jaune et fière de l'être. Et je suis en galère, mais je suis fière d'être là. Je travaille dans une maison de retraite et en faisant le transfert d'un des résidents, en fait j'ai tous les ligaments complétés. Je suis en accident de travail. Là ce matin on m'avait convoqué à la sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, 45 km d'ici. Une fois que je suis arrivée à 6 km à peu près de Bourg-en-Bresse, on m'appelle pour me dire en fait c'est annulé parce que le médecin n'est pas là. Donc je reviens, l'essence c'est qui va payer? Moi j'ai pas les sous pour mettre l'essence, c'est pas possible. Je touche 500 € en début de mois. C'est mon loyer. Je retouche 500 € en fin de mois. Mais en fin de mois, j'ai tout ce qui est prélèvement qui ne passe pas. Donc depuis le mois d'août que j'ai eu mon accident de travail, je suis à moins 800 € sur mon compte. Heureusement que j'ai eu les restos du cœur. Je peux rien faire. C'est quand même aberrant. Là-haut, ils se rendent pas compte dans la merde dans laquelle on est. C'est pas possible. Là, ils veulent nous faire changer les voitures, nous mettre des trucs électriques. Tu vas nous donner 4 000 €. Une voiture électrique, c'est combien? 16 000? On fait comment pour payer le reste? C'est impossible. Faut qu'ils descendent là, qu'ils viennent voir le peuple, la France d'en bas là. Il faut qu'ils viennent, qu'ils descendent. Il est incapable de nous recevoir, incapable de nous parler. Par contre, recevoir des mecs qui font la gay pride, là il peut. On va où? C'est la honte. La honte. Il y en a qui apportent des bouteilles. Évitez les boîtes d'alcool. On les a mis de côté les bouteilles. Ah ouais. Ne vous inquiétez pas. Non, Voilà. Il y a t'inquiète plus pas. de bouteilles ici. Il ne faut pas les mecs qui soient trop alcoolisés. Un petit verre, bon. Mais les mecs après, on va partir en sucette. Les vivres sont stockés dans des abris de fortune. Voilà. Une bâche décorée de quelques guirlandes blanches. Oui, on s'est fait une petite cuisine. Les gens nous amènent donc des saucissons, des pizzas, et on partage. On s'est fait notre petit truc, voilà. Ce soir peut-être qu'on a un monsieur qui vient régulièrement, qui nous amène une soupe chaude. Voilà, des choses comme ça. Moi je m'appelle Janine Martin, j'habite Belay. Voilà, je suis remariée avec donc mon époux. Nous avons des très très petits revenus. Mon mari gagne 1 400 € et moi j'ai une invalidité de 601 € par mois. Voilà, donc on a un prêt de maison de 741 €. On a l'électricité qui est de 150 € par mois. On a la taxe foncière, nous avons la taxe d'habitation, nous avons les mutuelles. Qu'est-ce qui vous reste à la fin du mois, justement sur vos 2000 €? À la fin du mois, il nous reste 100 €. Donc on se réserve 30 € d'essence par mois
Et il nous reste donc 70 € pour vivre tout le mois. Là, on a mis notre maison en vente depuis l'année dernière, qui ne se vend pas. Et là, cette année, on devait monter à Toulouse chez ma fille pour Noël. On n'y va pas parce qu'on ne peut pas mettre d'essence dans la voiture. Donc, on reste tous les deux à la maison. On n'a pas de Noël cette année. C'était quoi la dernière folie que vous vous êtes offerte? Un parfum, je vous dirais. C'est l'année dernière pour Noël. Voilà, ça a été tout. On voit souvent les gens dans les restaurants, on se dit tiens, nous on se ferait bien un restaurant, on peut pas. Voilà. Quelque part on a honte. Quelque part on a honte. Voilà, c'est quoi vous dire de plus. On se sent vraiment miséreux. Pas pour nous spécialement. Regardez tous ces gens qui sont là. Vous croyez qu'ils sont là de bon cœur? Vous croyez que ça me plaît, moi, passer toute ma journée à faire l'imbécile sur un rond-point depuis le 17, depuis 18 jours maintenant. C'est incroyable. Les gens sont avec nous, même s'ils ne sont pas là, ils sont avec nous. Alors ça fait chaud au cœur. Le centre de Belay est à 1 km. Dans la Grande Rue, les signes de solidarité sont partout. On ne compte plus les gilets fluo sur les tableaux de bord. On en trouve même dans quelques vitrines. Dans une boutique de tricots et de retouches, le mouvement fait l'unanimité. Bon, ils ont raison, hein. Moi, je travaille toute la journée de 8h du matin jusqu'à 7h le soir et on se fait 400 € de paye, pas plus. Autrement, on ne peut pas payer notre loyer, on ne peut pas payer notre truc. Vous y trouvez normal? Au lieu de nous mettre la prime à l'activité, la prime à ci, la prime à là, ils nous suppriment les taxes, les machins, c'est aussi bien, non? Et on travaille, on vit avec notre travail. Mais du travail, vous en avez? Ah du travail, il y en a. Alors, faut y arrêter, quoi, hein. Voilà, vous avez tout ce que vous voulez. Dites-lui donc à notre cher ami Macron, ce petit-là, qui se croit, je sais pas quoi. Manque de peau, ça tombe sur lui, quoi. Oui, non, mais c'est vrai. Mais bon, de toute façon... Pourquoi manque de peau? Vous avez voté pour lui? Bien sûr, on n'avait déjà pas trop le choix parce que je voulais pas une extrême. Donc j'ai dit, c'est un jeune, c'est génial, il va faire bouger la France. Je suis quand même déçu. Voilà. Il y aura une élection maintenant, je ne revoterai pas Macron. Je sais même pas si j'irai voter. Je voterai nul. C'est bon, hein. Moi, j'ai demandé une aide pour mon chauffage. Donc, on m'a dit, je demande une aide vu que tu as 900 €. J'ai fait la demande, on me l'a refusée. Voilà, on arrive à Noël, et on fait rien, quoi. Moi, j'ai 2 petites filles, et voilà. Est-ce que c'est normal qu'un Français, pur Français, on en arrive là? Non, non, non. Je regrette M. Macron, mais là, il faut faire quelque chose, hein, mon grand. Hein. Nicolas, tu peux ouvrir à la dame? À côté, une fleuriste. Nickel, merci. Allez, bonne journée. Au revoir, à bientôt, merci. En fait, il y a tout le monde qui passe en fait pour récupérer des colis. Ouais, souvent là c'est les périodes. C'est des colis en fait que les gens commandent sur internet. Exactement. Alors moi pour mon commerce c'est génial, non, ça marche bien. Mais voilà, mais le moral des gens est quand même assez bas. Nous en tant que commerçants aussi, hein, on en a à la casquette. Pourtant ça a l'air de bien tourner chez vous, non? Oui. Mais plus ça tourne, plus ils nous en prennent. Hein. Voilà, et puis après moi j'ai un magasin de fleurs, c'est pas indispensable pour vivre. Donc du coup, s'ils réduisent leur budget sur les vacances, les fleurs aussi. Donc du coup, moi aussi, hein, je pète au chômage. Est-ce que vous avez l'impression qu'ici, la plupart des gens, même s'ils ne manifestent pas avec les gilets jaunes, sont plutôt favorables? Je pense que là, la population est assez solidaire. Moi, je ne jette pas la pierre à M. Macron. M. Macron, il écope aussi de tout ce qui date des présidents d'avant. Mais après, il y a des façons de faire, il y a des façons de parler. Enfin, des fois, il est un peu hautain. Et pour nous, gens normaux de base, on a envie de dire oui, non mais oh quand même. Et puis on n'est pas bête non plus, quoi. On s'est un peu calculé, quoi. Non, je pense que Belay est quand même assez soudé pour les gilets jaunes. Oui, je pense qu'on est tous là à dire il y en a marre, mais voilà, on verra. On verra. Bonjour. Vous avez RTL, la radio, il y a le Premier ministre Édouard Philippe qui devrait faire des annonces dans quelques minutes. Vous allez écouter ce qu'il dit? Oui, j'attends. Enfin, voilà, après, j'espère qu'il ne repousse pas de 3 mois pour recommencer dans 3 mois. C'est ça, en France, on fait bien. On va mettre 3 mois à réagir, mais ça va répéter. Édouard Philippe s'apprête à annoncer officiellement un moratoire sur la hausse des taxes sur les carburants. Le Premier ministre doit prendre la parole d'une minute à l'autre maintenant devant les députés de La République En Marche. Mes chers compatriotes, nous avons pris avec le président de la République les décisions suivantes. Édouard Philippe, l'âge du lest. Je suspends, pour une durée de 6 mois,
la hausse de la taxe carbone sur l'essence, le fioul et le diesel. Le lendemain, le gouvernement va encore plus loin. Aucune hausse pour toute l'année 2019. Ça va et vous Ça va, elle est en cours là, non? Mais les gilets jaunes ne sont pas prêts de démanteler leur campement sur le giratoire de Belay. C'est rigolo. C'est en fait, là il nous le coupe le truc, mais il va nous le mettre ailleurs. Donc de toute manière, ça change rien. Vous n'avez pas l'impression d'avoir fait plier le gouvernement quand même? Un peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. On reprend dans un an pour qu'on soit là exactement au même endroit, à la même période, l'année prochaine. C'est se foutre de la gueule des gens. Et là-haut, les grands pontes, là, ils touchent des millions et des millions. Il faut arrêter à un moment. Détaxer toujours les petits. C'est pas normal. L'ISF, ils doivent le remettre. Impôt sur la fortune. En prime, M. Macron se permet d'aller signer un bout de papier qui va pouvoir autoriser les migrants à venir en France avec un logement fourni par l'État, de l'argent. Mais attendez, je croyais qu'on n'avait plus d'argent en France. Vous parlez du pacte sur la migration de l'ONU, ce que Oui, signe voilà, oui. pour régir la migration, qui est un texte non contraignant. En signant ce pacte, C'est la mort ils vont la France. Le jour où l'ONU... Je me permets de vous le dire que c'est pas dans l'accord. Pour nous, l'ONU, c'est comme l'Europe. Et nous, voilà, à un moment, il faut poser, excusez-moi du terme, mais il faut poser les couilles et leur dire non, attends, nous, on peut pas accueillir la misère du monde. Vous avez voté pour qui aux dernières élections? Alors, c'est une question qui est pas... On est un groupe apolitique. Alors, on a tous des partis, peu importe lequel ce soit. La politique, on en a plein le cul. Je vous laisse vous présenter, pareil. Alors, moi, c'est Romain, j'ai 30 ans, je suis magasinier cariste. Mais c'est la première fois que vous participez à un mouvement, entre guillemets, politique? Que je participe, oui, et que je crée aussi, parce que, voilà, je suis celui qui a créé la manif du 17 à Belay. Voilà, je suis un petit mec de campagne, je fais un truc sur Facebook, j'arrive ici le matin à 8h, je vois le rond-point complètement plein. Tout le monde est surtaxé, tout le monde, on n'arrive pas à vivre. Souvent, les Français sont pris pour des râleurs. Moi, personnellement, je confirme, un beau Français est un beau râleur. On râle pas pour rien, si on râle, c'est parce qu'on a des soucis, c'est parce que voilà, on se fait pomper de partout. Mais effectivement, oui, un Français qui râle pas, pour moi, c'est pas un bon Français. Râleurs, certes, mais les gilets jaunes de Belay savent jouer l'apaisement. Ce week-end, ils se sont engagés à ne pas bloquer les routes, comme le week-end dernier. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Bonjour, messieurs. Alors, Romain et l'autre porte-parole du mouvement, Franck, se rendent chez le maire Pierre Berthet. Il y a 15 jours, je suis descendu pour qu'on fasse le point ensemble. Comme je disais... Les discussions tournent autour de la fête de Noël qui aura lieu au centre-ville samedi. Tout le monde semble d'accord. Pas de casse. Ça, C'est notre première priorité. Pas de casse, pas de violence, pas d'agression. Donc je vous fais confiance. Je n'annulerai pas. J'ai votre parole. Ah oui, non, mais vous l'avez. Ça serait bien clair. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Au revoir. Bonne journée, au revoir, monsieur. Merci, au revoir. Est-ce que vous comprenez ce mouvement? Vous n'êtes pas étonné finalement qu'il y ait des gens aujourd'hui qui manifestent et qui soient vraiment mécontents de leur situation? Bah, écoutez, pas très surpris, je vais vous dire, ça fait quand même pas mal de temps que les Français moyens, ont difficulté à joindre les deux bouts. Ça, vous le constatez? Je le constate, mais je le constate même dans ma vie. Là, vous savez, tous les lundis, je reçois à mon bureau et j'ai des gens parfois qui viennent, qui sont dans la détresse et qui disent « Monsieur le maire, vous êtes mon dernier recours. Je vous garantis que vous êtes là et si parfois vous n'avez pas une réponse, c'est très difficile. » Quand on regarde les statistiques officielles sur l'économie, sur le pouvoir d'achat, la France n'est pas le pays le plus à plaindre en Europe. Quand on est de loin, on regarde ça de manière objective, on se dit « Ah ben, tout devrait aller plutôt bien en France. Qu'est-ce qui ne va pas ?» La France, effectivement, c'est peut-être pas le pays le plus à plaindre, mais aujourd'hui, les salaires n'ont pas augmenté, le SMIC ne bouge pas, enfin tout ça, ça fait que ce fossé entre les personnes aisées, le français moyen, s'est accentué, et les générations d'aujourd'hui ont du mal à l'accepter. On n'a pas le sentiment que c'est une des régions les plus déshéritées de France. Nous avons un taux de chômage qui est moins de 6%, entre 5 et 6%, ce qui veut dire que c'est... Un taux suisse, pratiquement. Oui. On a du mal à trouver de la main-d'œuvre qualifiée pour répondre aux appels, sauf qu'aujourd'hui, les salaires ne sont peut-être plus à la hauteur d'espérer des concitoyens. Est-ce que vous avez peur du cours que pourrait prendre ce mouvement
Aujourd'hui, c'est des péages bloqués, des radars qui sont cassés sur la route en arrivant ici. Ça pourrait aller beaucoup plus loin, vous en avez peur? Tout à fait, tout à fait. Demain, ça peut s'étendre et on peut bloquer totalement l'économie de notre pays et ça serait dramatique. Et c'est pour ça que je demande au gouvernement, écoutez, et ouvrez les portes. Et il faut discuter. C'est pas possible de continuer comme ça en faisant la sourde oreille, ne pas entendre les cris du peuple. Et ainsi se termine ce 15 minutes. Merci à Sandro Lichy pour la réalisation. Et vous pouvez voir des témoignages des Gilets jaunes au rond-point de Belay. C'est sur notre page Facebook. À la semaine prochaine.